ne sont pas payés par ces établissements, d'autant plus également que les contributeurs dont les revenus des monopoles et des concessions sont très limités et que les recettes tirées par l'État ne sont pas assez importantes, bien qu'il y a des vaches à lait dans ces établissements, pour ne pas les classer tous de la même manière, parce qu'il y en a ceux qui ont un caractère administratif, autres qui ont un caractère social, d'autres qui ont un caractère commercial et industriel. Mais globalement, on peut dire que ces établissements tournent dans une sphère et que le budget de l'État et l'État lui-même tournent dans une autre sphère. Vous avez souligné donc au début de cet entretien que le rapport donc de la Cour des comptes en 2010 avait pointé un ralentissement de la croissance des établissements publics. Est-ce que aujourd'hui il est nécessaire de revoir le modèle économique de ces établissements et clarifier leur relation avec l'État? Effectivement, comme vous venez de le dire et de le préciser, il y a un véritable problème de modèle, de croissance et d'investissement et même de création de ce genre d'établissements et entreprises publiques. Auparavant, ces établissements ont été créés que soit dans des secteurs qui ne peuvent pas être couverts par le secteur privé, ou pour des raisons de monopole, ou pour doper certains secteurs particulièrement. C'était un peu ça la grande mission des établissements publics et également des entreprises publiques quand on voulait aller vers la privatisation. Aujourd'hui, avec ces mastodontes, entre guillemets, l'ONE et j'en passe sur tous les établissements publics, Banque Al-Maghrib, l'OCP et j'en passe, l'ONCF, tous ces établissements en réalité n'ont pas de véritable contrat clair envers l'État. En dehors des contrats programmes qui sont dressés de temps en temps avec certains pour les sauver et les restructurer, on peut dire que le modèle lui-même n'est pas assez soutenable. Du fait que, par exemple, l'État garantit des investissements colossaux et ne tire pas un grand profit au profit du contribuable, au profit du budget de l'État. Et cela, ça remet en cause ce modèle. Si l'on ajoute à cela que l'investissement qui est fait par l'essentiel des établissements publics et entreprises publiques, il est fait par endettement, et le dette du Maroc, déjà, rien que la publique avoisine les 80% par rapport au PIB, et donc sur les 80, un cinquième, il est dû à ces établissements publics. Il est question de se demander comment faire dorénavant avec ces établissements. À commencer, bien évidemment, non pas avec les vaches à lait, mais plutôt avec les poids morts. C'est-à-dire les établissements qui sont en grande difficulté et que l'on restructure, mais sont véritables issus au clair. On dépense autant d'argent des boîtes du contribuable à travers les subventions, on garantit des investissements, mais pas avec des issues. On essaie de garder, comme on dit, des établissements en vie. À un certain moment, peut-être il faut décider à les fermer si c'est nécessaire et de trouver d'autres solutions telles que le PPP, le partenariat public-privé, ou trouver par exemple une autre issue qui est celle de la concession ou autres solutions qui ont été déjà testées avec la SODEA, la SOGETA et j'en passe. Les conclusions des missions de contrôle de gestion de la Cour des comptes s'attaquent également au système national de la formation professionnelle. Est-ce par l'absence d'une carte prévisionnelle de la formation? Effectivement, si dans le champ disons d'intervention et d'audit et d'investigation de contrôle de gestion des commissaires aux comptes et des magistrats plutôt de la Cour des comptes entre le système éducatif, plus particulièrement les établissements publics qui sont, à savoir les universités, les académies, ainsi que l'OFPPT. Premier élément, c'est parce qu'il y a un éclatement de ce système, un éclatement du système éducatif. Deuxième des choses, il n'y a pas une stratégie unifiée pour tout le système, en dépit qu'il y a la charte nationale de 99 ainsi que la stratégie 2015-2030. Et du coup, et l'on présente également un autre argument qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas un contrôle a posteriori, un contrôle budgétaire a posteriori qui permettrait à ces établissements d'avoir la main libre.
Et du coup, on se trouve avec des établissements qui sont sous une véritable tutelle qui nuit à leur capacité de vision stratégique, d'opérationnalisation de tout ce qui est planification, et dont la carte, bien évidemment, prévisionnelle fait partie. Et du coup, c'était normal, à mon sens, c'était normal de se retrouver dans une telle situation où les manquements, les dysfonctionnements, les anomalies, les risques également liés à l'OFPPT surtout et à la formation professionnelle particulièrement sont là. Parmi les secteurs qui ont été pointés du doigt par la Cour des comptes figure le système de qualification et de classification des entreprises du BTP. Est-ce que ces entreprises n'ont pas tenu toutes leurs promesses? En réalité, pour ce système de qualification, il a posé problème dès le premier jour, en lui-même, en sortant, parce qu'il n'y avait pas une véritable concertation avec tous les acteurs du BTP. C'est vrai que la classification, elle est là, le règlement, elle est là, mais j'avais rencontré, ça fait 1 année et demie, des gens de la Chambre de commerce de Rabat, et ces personnes m'ont apporté l'association des petits producteurs dans l'immobilier du BTP qui n'arrivent même pas à entrer dans cette classification et qualification. Et donc là où il n'y a pas de concertation d'avance, ou donne plutôt de l'importance seulement à des éléments de façade tels que apporter telle attestation ou tel certificat ou telle chose, on ne peut pas réellement réussir. Il faut un système d'évaluation viable, réel, qui permet réellement de classifier ces entreprises. Merci beaucoup, Hicham Attouch. Je rappelle que vous êtes président du Forum des économistes marocains. Merci pour votre... On vous remercie également. Merci beaucoup.